Si je vous demande quel est le point commun entre Marion Cotillard et Nicolas Sarkozy, il est probable que rien ne vous vienne à l'esprit spontanément. Pourtant, ils partagent quelque chose de très précis. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007 ? Là, je suppose que ce n'est pas hyper clair. L'un est interrogé sur une affaire d'État, l'autre sur son ex. Une question est légitime, l'autre est déplacée, et les conséquences ne sont absolument pas comparables. Pourtant, la situation de fond est la même. Tous les deux sont en direct, devant des millions de personnes, avec en face d'eux un commentateur qui veut les forcer à parler d'un sujet dont ils n'ont pas envie de parler. Et comme ils n'ont pas envie d'en parler, aucun d'eux ne donne de vraies réponses. Tous les deux réussissent à esquiver, et tout ça sans perdre la face. Merci, ça va. Et vous, vous allez bien ? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et ce n'est pas juste du sang-froid. En réalité, c'est un art qu'on appelle le média training, c'est-à-dire l'apprentissage de la maîtrise du comportement face aux médias. Tous les responsables politiques, mais aussi les sportifs, les acteurs, les musiciens, les chefs d'entreprise passent par cet entraînement crucial. Pourtant, cette notion de média training est un peu moins connue du grand public. On sait tous, je pense, que les personnages publics sont entraînés, mais ça reste un peu flou. Alors même que quelque part, le média training façonne notre perception des choses. Par conséquent, j'avais envie d'en parler. Pas pour critiquer la pratique, mais pour la comprendre. D'où vient-elle ? Quelles sont les ficelles du média training concrètement ? Et pourquoi c'est plus important qu'il n'y paraît qu'on en parle ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Mais juste avant, une partie du média training consiste à comprendre et à gérer ses émotions, son stress, parfois même son anxiété. Et ça tombe bien parce que le sponsor de cette vidéo, c'est BetterHelp, une plateforme de thérapie en ligne qui permet de prendre soin de sa santé mentale. J'ai déjà collaboré avec eux sur la chaîne, et la raison pour laquelle je trouve pertinent d'en reparler sur une vidéo qui traite de média training, c'est parce qu'à titre personnel, je considère qu'on n'est pas obligé d'attendre d'aller mal pour aller consulter un professionnel de santé. Il y a plein d'autres cas propres à chacun dans lesquels ça peut aider et être une solution. D'ailleurs, fun fact, les gagnants du loto, que beaucoup considèrent comme les gens les plus chanceux du monde, sont automatiquement suivis psychologiquement. Perso, je n'ai pas gagné au loto, mais je vous ai déjà dit que j'étais suivie par une psy 100% en ligne, et dans mon cas, c'est pas tant parce que je vais mal que parce que je veux avancer sur des sujets précis au quotidien. Et c'est entre autres ce type d'accompagnement que propose BetterHelp. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute qui correspond à vos besoins et à vos attentes. Vous répondez à un court questionnaire et vous êtes mis en relation avec un des 200 thérapeutes français certifiés inscrits à l'Agence régionale de santé. Et si ça ne matche pas avec le premier thérapeute, vous pouvez en changer à tout moment sans frais supplémentaires. Parce que c'est important de trouver la bonne personne, et qu'à l'inverse, être accompagné par la mauvaise personne, c'est contre-productif. Et c'est aussi important d'avoir le contrôle, et avec BetterHelp, vous l'avez. D'une part sur le rythme, vous prenez rendez-vous quand vous voulez et vous pouvez faire des pauses quand vous voulez, mais aussi sur le format. Vous pouvez communiquer avec votre thérapeute par visio, par téléphone ou par message, et vous pouvez d'ailleurs envoyer des messages entre les séances dès que vous en ressentez le besoin. Si vous pensez avoir besoin de consulter un thérapeute, et si vous pensez que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez tester BetterHelp, et avec le lien betterhelp.com/Lovie, vous avez 10% de réduction sur le premier mois. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Nous sommes en 1951 aux États-Unis, et à ce moment, une technologie est en train d'envahir le pays, la télévision. Elle se propage comme une traînée de poudre. En 1946, on considère que 8000 foyers américains possèdent une télévision, puis en 1960, soit 14 ans plus tard, c'est 45 millions d'Américains qui sont équipés de cette nouvelle technologie. Forcément, ça bouleverse la société américaine tout entière, et notamment la politique américaine. Petit à petit, ce nouveau moyen de communication dépasse la radio et permet de toucher plus de personnes que jamais. Et c'est dans ce contexte, le 26 septembre 1960, que va avoir lieu le premier débat télévisé entre deux candidats à une élection présidentielle, Richard Nixon et John Kennedy. Les deux candidats sont des pointures. Tous les deux ont fait la guerre, tous les deux ont fréquenté de grandes universités. Le duel s'annonce rude sur le plan des idées. Les deux candidats arrivent sur le plateau, et tout de suite, une différence se fait sentir. Kennedy est extrêmement propre sur lui, rasé, jeune et débordant de vitalité. If the United States fails,
then the whole cause of freedom fails. I think it's time America started moving again. En face de lui, Nixon semble fatigué, peu à l'aise et malade. Is much better handled than it is at the present time. Mr. Novak. Mr. Vice President, your campaign stresses the value of your 8-year experience. Malade, les deux candidats le sont. Nixon a un problème au genou qui l'amaigrit et Kennedy est atteint de la maladie d'Addison. Pourtant, sur Kennedy, ça ne se voit pas du tout. Cette différence d'apparence va changer profondément la perception du public américain. Les auditeurs ayant suivi le débat à la radio donnent Nixon vainqueur, mais à l'inverse, les téléspectateurs ayant eu l'image donnent Kennedy gagnant du débat. Mais alors, est-ce que leur apparence a changé les votes ? Probablement uniquement de manière infime. Pourtant, ce débat marque un tournant. C'est la naissance de la politique spectacle. À partir de ce moment, les hommes politiques comprennent que l'éloquence, déjà nécessaire en radio, ne suffit plus. À présent, l'apparence et le non-verbal sont des éléments clés pour convaincre. Et ce petit mélange s'ancre dans une discipline, le media training. Précisément, c'est un entraînement qui prépare les gens à l'exercice de la télé. Le but, c'est qu'ils sachent gérer leur stress, bien faire passer leurs idées et éviter de se faire piéger par des questions gênantes. Le media training se répand donc aux US et vous le savez, ce qui arrive aux États-Unis finit par arriver en France. Et ça ne va pas louper. Chez nous, un candidat va particulièrement savoir manier la télé mieux que tout le monde, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement. Le candidat puis président de la République a regardé très attentivement les débats de Kennedy et a réussi à sortir son épingle du jeu. Ça y est, le monde occidental est entré dans l'ère de la mise en scène de l'information. Très vite, ça dépasse le domaine de la politique pour concerner tous les acteurs ayant une image publique. Ok, mais concrètement, comment cet entraînement se traduit-il ? Je ne suis pas experte dans le domaine, moi, mais ce que j'ai cherché à comprendre, c'est les ficelles, c'est les techniques. Et voici ce que j'ai découvert. Vous l'aurez compris, avec la jeunesse politique de la pratique, il y a deux objectifs au media training. Le premier, c'est se forger une bonne image auprès du public et ou ancrer un message dans la tête de l'auditoire. Et le premier truc qu'on apprend, c'est aussi le plus sous-estimé. Vous allez soupirer parce que c'est tellement basique qu'on pense que c'est secondaire. Pourtant, spoiler, ça ne l'est pas. C'est la base de l'expression orale et de l'éloquence, tout simplement. D'abord, pas de « parasite », des phrases complètes, et ensuite, une véritable maîtrise de vos cours de français de 3e. Parce qu'un des conseils initiaux, c'est d'utiliser des figures de style. Imager ses propos, par exemple pour décrédibiliser l'adversaire. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Avec un peu de chance, vous deviendrez même un mème sur internet et avec encore un peu plus de chance, vous aurez votre propre remix de Galette Fric. De perlimpinpin. Mais encore par exemple, utilisez l'anaphore. Moi président de la République, 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 moi président de la République. Dites-vous que cette séquence a carrément sa propre page Wikipédia. Et c'est marrant comme anecdote, mais ça prouve un point. C'est resté dans la tête du public et ça a fait parler. Ça fait pleinement partie de la manière de communiquer de François Hollande et ça le distingue. Bon, tout ça, ça paraît évident, mais ça demande plus d'entraînement qu'il n'y paraît. Notamment pour choisir la bonne figure de style au bon moment, alors que souvent on est en direct. Maintenant, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, car si c'est plus difficile à maîtriser en tant qu'orateur, en tant que spectateur, c'est assez facile à repérer. Cependant, on peut creuser plus profond. Tu te retrouves carrément à la rue et tu vis de petits boulots pour t'en sortir. Et quelques années après, alors que tu viens justement d'un milieu où tu as peu d'argent, tu crées une boîte, tu lèves 40 millions d'euros, tu la revends plus de 100 millions, je crois. Lui, c'est Anthony Bourbon, un entrepreneur français, créateur de Feed, Blast Club et jury dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Si vous connaissez un petit peu Anthony Bourbon, il est probable que ce soit son histoire qui vous vienne en tête en premier quand vous pensez à lui. En tout cas, elle est très claire. C'est un ancien sans-abri devenu très riche. Et oui, c'est important qu'ils le disent. La télé, puis pire, les réseaux sociaux ont fait évoluer le rôle des personnalités publiques. À présent, elles ne sont plus jugées sur leurs œuvres ou sur le pourquoi elles sont connues, mais sur ce qu'elles sont, en tant qu'humains à part entière. Et vous avez deux possibilités. Soit vous laissez un flou sur votre passé et vous laissez les autres faire leurs propres interprétations, soit vous maîtrisez le narratif et vous ne laissez personne écrire votre propre histoire. Inutile de vous dire ce qu'il est préférable de choisir. Mais comme l'a très bien fait Anthony, il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. Il faut d'abord que ça serve votre propos central, que ce soit logique avec ce que vous faites maintenant, et il faut que les éléments que vous donniez soient peu nombreux et très identifiables.
Dans son cas, SDF à millionnaire. Simple, visuel, concret. Après, vous avez juste à répéter ce message à chaque interview, avec si possible un champ lexical identique à chaque fois. Cette technique n'est pas réservée aux entrepreneurs. Au contraire, elle a été très brillamment utilisée par des hommes politiques, dont George W. Bush. Il a mis certains éléments en avant, jouant le Texan authentique et proche du peuple, et on a caché d'autres, le fait que c'était un ancien alcoolique et que son père est un ancien président des États-Unis. Et ça a très grandement contribué à son élection présidentielle. Bref, dans les médias, on n'est pas une personne, on est un récit. Et si vous n'en proposez pas, on en inventera à votre place. Mais le récit est loin d'être la seule chose à maîtriser. Bon, moi je me suis levé à 5h du matin pour venir ici. J'ai plein de questions, je suis pas sûr de revenir, donc tiens, on va se parler franchement, et comme ça au moins. Pour le coup, en fait, moi je pense pas comme vous, c'est-à-dire moi je me pose pas uniquement la question des gens qui m'entourent ou que j'aime, c'est-à-dire que quand je fais un vote, je pense à une sorte de conscience sociale, c'est que mais le fait de l'afficher et de le revendiquer, et là on s'en parle simplement, c'est politique. Pour ceux qui n'auraient pas le contexte, le voici. Thibaut InShape est en interview chez Brut, en pleine élection législative très tendue en France, et le journaliste, identité masquée, semble vouloir piéger Thibaut pendant 55 longues minutes. Le truc, c'est que Thibaut InShape ne rentre absolument pas dans son jeu. Il répond avec le sourire et semble même assez détendu, alors qu'objectivement, il a pas dû passer un très bon moment. Mais grâce à ses réponses et à son attitude, l'interview s'est retournée non pas contre lui, mais contre le journaliste de Brut. La vidéo a été dislikée en masse et tout le monde critique ce mec dans les commentaires. Pourtant, exactement avec la même attitude de la part du journaliste, l'issue aurait pu être différente pour l'image de Thibaut, s'il s'était montré agressif ou s'il avait perdu son calme. Le public s'identifie au journaliste qui mène l'interview. On vient pour écouter la personne interviewée et inconsciemment, on s'imagine que c'est nous qui sommes en train de lui parler. Alors, même si les questions en face sont difficiles, on va y revenir plus tard, il faut garder en tête que le public le prendra souvent personnellement si vous perdez votre calme ou si vous ne maîtrisez pas vos émotions. Encore une fois, ce conseil paraît évident. Et pourtant, des gens qui perdent leur sang-froid devant une caméra, ça court les rues. Dans une ville, Et ça sera pour répondre à vos sottises. Oui, c'est méprisant. Table à la fin. Mais je peux parler, oui. Ça a le mérite de faire d'excellents mèmes. Avant de passer au deuxième objectif du média training et aux actions qui en découlent, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Celui par lequel on a commencé cette vidéo, l'importance de l'image. Pas au sens figuré, au sens propre. Dit un petit peu plus professionnellement, le non-verbal. Vous allez de nouveau soupirer face à l'évidence. La tenue vestimentaire, les gestes qui accompagnent les propos, la posture, tout ça, ce sont comme les figures de style, c'est du bon sens, mais ce n'est pas si simple en pratique. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. D'abord, l'importance du décor. Le même propos dans un cadre différent change la perception du public. C'est entre autres pour ça que les responsables politiques, et notamment le président de la République, font des déplacements accompagnés de la presse. À La Réunion, pour essayer de montrer qu'ils se soucient des territoires d'outre-mer. Pour tous les jeunes ou moins jeunes, qui sont en garantie jeune. Mais aussi pendant la pandémie en 2020. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas indispensable de donner cette allocution dehors, devant une tente de secours. Il aurait pu faire exactement le même discours dans une salle neutre, voire même à son bureau. Mais ça ne renvoie pas la même image. Là, il est sur place et il renvoie le message visuel « Je suis le président de la République, je suis impliqué, je suis sur le terrain ». Et justement, l'une des pires situations face à la presse, c'est probablement lorsque ce terrain n'est pas choisi et que ce n'est pas votre terrain de prédilection. Mark Zuckerberg n'avait pas l'air incroyablement dans son élément ce jour-là. Et son corps parle, il essaie d'être en maîtrise totale et il échoue. Il semble robotique et il ne donne pas du tout envie de lui faire confiance. En même temps, qui ferait confiance à un reptilien ? And I was human. I am human, still. Mais justement, une vraie bonne formation en média training vous donne les clés pour être à l'aise dans des environnements qui ne sont pas les vôtres. Et visiblement, ça a marché pour Mark Zuckerberg. He's saying, how did I get that question? If you'd like to answer, free speech. Sorry, actually I wasn't paying attention, but Au niveau du langage corporel, au niveau de ses expressions faciales et même au niveau de sa réaction, malgré le cadre très officiel, il semble beaucoup plus en maîtrise de lui-même. Malheureusement, même entraîné, ça ne se passe pas toujours comme on veut dans la vie. C'est arrivé à Mark Zuckerberg plusieurs fois, mais globalement à toutes les personnalités publiques.
Parfois, des journalistes vous provoquent, mettent sur la table le sujet que vous n'avez pas envie d'évoquer. Et c'est là qu'intervient le deuxième vrai objectif du média training, vous préparer au pire. Un journaliste a tout intérêt à vous faire parler des sujets sensibles. À ce moment précis, il n'y a que deux issues. Soit vous choisissez de répondre, et dans ces cas-là, bonne chance à vous, respirez, suivez les conseils de la partie 1, ça va bien se passer. Soit vous choisissez d'esquiver. Mais la difficulté, c'est d'esquiver tout en préservant son image. Heureusement, il existe des techniques pour le faire. Par exemple, l'humour. Vous trouvez ça super drôle, hein? Vous trouvez ça super drôle? Ah bah dit par vous, non, c'est un peu comme Yann. Évidemment, c'est plus facile quand vous êtes humoriste. Mais ça reste un bon moyen de mettre d'abord la personne dans l'embarras, de la mettre face à l'absurde de sa remarque et de la calmer, avant d'éventuellement apporter une réponse plus posée si nécessaire. Après, il faut être drôle. Perso, j'ai pas cette qualité. Et il faut, la plupart du temps, que le sujet de la question soit absurde. Si c'est un sujet ultra sérieux et que vous plaisantez dessus, bon, il y a des chances que ça se passe mal. Mais si l'humour n'est pas une arme que vous maîtrisez, la réflexion et le cadre sont-elles deux armes indispensables? C'est tout le temps vrai, mais c'est particulièrement vrai en cas d'attaque. Le problème de cet album est le suivant. C'est que on a l'impression que c'est Orange Mécanique dans une pouponnière. On a l'impression que c'est des mecs qui prennent du crack, mais dans la cour de récréation du petit Nicolas. Bon, je ne vous mets pas tout le passage, mais Yann Moix va faire 2 minutes 27 de quasi-monologue, ce qui à la télé est très long, et Nekfeu, visiblement pas très à l'aise dans ce contexte, ne va pas interrompre sa diatribe et répondre très sobrement. Je suis vraiment content d'avoir rendu ma violence douce à vos oreilles. Avec même une pointe d'humour. C'est plus une genre de battle, mais donc je pense ça bien. Bon, cependant, le maître dans la matière reste quand même Nicolas Sarkozy dans cet extrait précis sur la Libye. En quelques secondes, il fait une masterclass d'esquive. Il ne coupe pas son interlocuteur, mais feint l'indignation via son expression faciale et corporelle pour montrer qu'il réfute les propos et ne les cautionne surtout pas. Il laisse le parfait silence, à la fois pour faire monter l'intention et pour donner du poids à ce qui suit. Quelle indignité. Il retourne l'argument contre la tierce personne, puis contre David Pujadas lui-même. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Et il termine avec une voix extrêmement grave sur une phrase qui boucle avec sa première réaction. C'est une honte. Et dans tout ça, il n'a rien dit. Le problème, c'est que ça demande une vraie maîtrise, que tout le monde n'a pas. Mal répondre à une question, ça arrive très vite. Surtout, justement, quand on n'est pas rodé à l'exercice des médias, ce qui était visiblement le cas de la chanteuse Tyla. School me on these debates that they be having about your identity as a South African colored person. What does that even mean? C'est un réflexe supernaturel. On peut imaginer qu'elle a été briefée par ses équipes pour ne pas parler de certains sujets, et sa première réaction quand on lui pose une question entre guillemets interdite, c'est de se tourner vers cette dite équipe et de leur demander de gérer. Le problème principalement de dire frontalement « je ne veux pas répondre à la question », c'est que ça vous met immédiatement dans une position de semi-coupable. Là, avec Tyla, on sent qu'elle a juste voulu ne pas dire n'importe quoi sur un sujet sensible, et ça se comprend, mais si Nicolas Sarkozy avait répondu « je ne veux pas répondre à votre question », ah bah pourquoi? Vous avez quelque chose à cacher? Alors qu'en faisant une pirouette, on passe à autre chose sans casser brutalement la conversation. Malheureusement, ce n'est évidemment pas toujours possible. Des fois, le piège est inévitable. Comme quand Hélène fera boire du champagne à Maria Carré pour la forcer à révéler sa grossesse. That people are saying that you're pregnant. There's rumors. Don't discuss that. All right. Well, you don't have to. No, that's okay. No, honestly, you don't have to answer. Let's just toast with champagne and decide if. Si ce cas est plus personnel et est aujourd'hui en totale défaveur d'Hélène plutôt que de Maria Carré, c'est l'exemple typique pour montrer que parfois, il n'y a pas trop de solutions. Et c'est là qu'on atteint le stade ultime du média training, savoir gérer en temps de crise. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Eh bien si, mon cher Otis, parfois il y a des bonnes et des mauvaises situations. Par exemple, si vous êtes une entreprise pharmaceutique et que soudainement cette personne meurt brutalement dans le même état des États-Unis après avoir consommé l'un de vos médicaments, c'est
plutôt une mauvaise situation. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'automne 1982 à l'entreprise Johnson & Johnson avec leur médicament Tylenol. Cependant, une mauvaise situation peut être contrôlée par une bonne gestion de crise. Déjà, rappel immédiat de tous les produits Tylenol. 100 millions de dollars. Il faut ce qu'il faut. I mean, the very soul of the corporation was watching us. And by the way, the lawyers hated the fact I was doing it. Mais surtout, l'entreprise assume. Il y a un problème, on ne sait pas d'où il vient, on enquête, on vous tient informé. L'entreprise ne le gère pas comme un problème à cacher, mais comme un danger public contre lequel il faut tous se mobiliser, eux en première ligne. Et il se trouve que ce n'était pas la faute de l'entreprise, puisque c'est en fait une série de meurtres avec un meurtrier encore inconnu à ce jour qui avait trouvé le moyen de mettre du cyanure de potassium dans les capsules Tylenol. Cependant, ce n'est pas parce que ce n'est pas de leur faute qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités, y compris pour que ça ne se reproduise plus. Une fois la crise passée, l'entreprise a mis en place des emballages inviolables. Sur le court terme, elle a évidemment perdu des parts de marché, mais sur le long terme, elle a très vite regagné la confiance du public et aujourd'hui, Johnson & Johnson se porte très bien. Ce qui n'est pas le cas de cet homme. Alors lui, c'est Tony Hayward, et la seule chose positive de son histoire, c'est qu'il nous livre une masterclass de comment foirer sa communication de crise. On est en 2010 et une plateforme pétrolière explose dans le golfe du Mexique. Les conséquences sont directes et violentes. Des millions de barils de pétrole dans l'océan et 11 morts. Immédiatement, les projecteurs et la presse se tournent vers l'entreprise présente sur cette plateforme, nommée BP, et son dirigeant, Tony Hayward. Première erreur, il sous-estime grandement l'ampleur du problème et ensuite il rejette la faute sur un autre acteur. BP's strategy was to say, while it would pay for the cleanup, other companies were also responsible for the well. Et il n'a factuellement pas tort, ce n'était pas la faute de BP. Mais c'est très mal reçu, dans ces cas-là, de ne pas prendre ses responsabilités. Johnson & Johnson, ce n'était pas leur faute non plus. Mais le pire du pire, c'est un tout petit peu plus tard. Encore au cœur de la crise. Une phrase. Une toute petite phrase face à un journaliste. You know, I'd like my life back. You know, I'd like my life back. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi il fallait tout dire? Sauf ça, il s'excusera évidemment, mais sera moqué par tout le monde, ça deviendra le bouc émissaire de l'affaire, et il sera évidemment gentiment remercié. Hello, I'm Tony Hayward, President and CEO of BP. I want to say, we are deeply sorry. We're sorry. D'où la phrase qui semble être souvent répétée dans les entraînements de média training, c'est avant la crise qu'une partie de la gestion de crise se joue. Ces deux histoires font ressortir les deux aspects contraires. D'un côté, l'honnêteté et la transparence totale, ainsi que la prise de responsabilité pendant et après la crise, bien que ce ne soit pas de leur faute, et de l'autre, le déni de toutes parts, le rejet des responsabilités et même l'égoïsme total dans la situation. Ici, ce sont deux cas extrêmes, mais évidemment, il y a un très large entre-deux, composé de plein de nuances et surtout de cas moins graves où les crises n'affectent pas de vie humaine. Et je pourrais conclure sur ça, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il manque quelque chose. J'ai omis un élément crucial dans cette vidéo. Je l'ai commencé en expliquant que la télé avait changé la communication. Mais vous le savez, depuis, si la télé reste un média puissant, il y a eu un autre changement majeur dans la communication, Internet. Et Internet, ça a produit un changement plus profond encore. Tout le monde est devenu une personnalité publique. Certains plus que d'autres, certes, mais vous pouvez devenir viral demain. Parfois sans faire exprès. Et ça crée une situation assez inédite. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont une vision des youtubeurs très exagérée, comme si on était des pros de l'information, des pros de la communication. Chaque jour je sais ce qui sort, je sais ce qu'on va dire de moi, je sais ce qu'on va commenter. Non. Avant, les personnalités publiques étaient un petit cercle restreint de personnes. Et comme il n'y avait que 3 gros canaux de communication, les personnes qui devaient se prêter à ces exercices étaient quasiment systématiquement entraînées. Mais Internet a offert une plateforme aux gens. Quand vous voulez vous exprimer, vous n'avez plus besoin des médias et que quelqu'un d'extérieur vous accorde de l'attention. Et c'est génial!
Mais ça a donné une situation où des personnes commençaient à être très connues sans forcément savoir bien gérer leur prise de parole et leurs réactions. Heureusement, aujourd'hui, la situation entre guillemets se corrige. Aujourd'hui, MrBeast a une équipe de communication qui le conseille notamment sur les gestions de crise. Autre exemple un peu plus léger, Lena Situation, qui a pris tellement de sauce que maintenant elle arrive à les retourner. Use code TANA to get 10% off on our website. Genre elle retourne la situation. Perso, j'ai pas cette qualité. Mais ça m'amène à un point, qui est ma conclusion et qui est personnel. Pour moi, tout le monde devrait avoir une petite formation au média training. Et je pense que c'était déjà le cas à l'époque de la télé, en réalité. Se former au média training, même sans vraiment pratiquer et appliquer nous-mêmes, ça permet d'avoir plus conscience de notre perception des choses et de comment elle est façonnée. Personne n'a le temps de cerveau disponible pour analyser tout ce qu'il voit. Mais avoir en tête des grilles de lecture, ça permet de prendre un petit peu de recul dans un monde de plus en plus bruyant. Le monde ne fait pas de pause. Et pour y survivre, il vaut parfois mieux comprendre comment il s'écrit.